avec Olivier, on aimerait refaire cette étude sur un plus grand panel. Voilà, je vous remercie. Question à poser à Anthony. Pardon? Je dis pour déterminer l'œil de visée, on avait l'œil de visée et l'œil de... L'œil moteur. L'œil moteur. L'œil de visée on a vu, mais l'œil moteur, on n'a pas. Alors l'œil moteur, c'est pour ça qu'on a mis au point une technique avec le laboratoire pour en fait essayer de stimuler vraiment l'oculomotricité, donc au niveau périphérique. Donc il faut avoir un grand écran, essayer de venir stimuler vraiment l'aspect oculomoteur. Sinon, l'autre test tout simple, c'est que tu peux prendre un cache, tu le mets sur l'œil gauche et sur l'œil droit, tu entraînes ton athlète, et c'est lui qui va te dire tout de suite. Là, il n'y a aucun problème. Dans la pratique, on le retrouve. Non, il n'y a pas d'appareil de mesure à ce jour pour mesurer. Parce que ça, en fait, c'est un réflexe assez reptilien. C'est un réflexe de poursuite. Donc, on n'a pas de test de mesure à ce jour, sauf justement avec le protocole qu'on vient de mettre en place. Voilà. Mais à vous d'expérimenter avec vos athlètes, mettez des caches, et eux, avec le ressenti qu'ils ont, vous inquiétez pas, ils vont vous le dire tout de suite, la préférence qu'ils ont. Sébastien? Quand vous avez fait les tests tout à l'heure sans le bout de semelle et ensuite avec le bout de semelle, vous avez donc vu une différence au niveau entre puissance de gravité. Est-ce que par la suite, si vous refaites ces tests sans bout de semelle, vous allez obtenir les mêmes résultats qu'avec? Est-ce que le corps s'y adapte ou est-ce que le fait que le corps sache qu'il est en déséquilibre ne le fait pas inconsciemment sans... Effet placebo. Ouais, en résumé, la question est là. J'ai bien compris. Ah oui, on a fait une étude avec le STAPS l'année dernière sur des footeux, avec des notions... Alors, attends. Le drop jump, c'est ça? Tous les tests il y a des préparateurs physiques ici. Alors, on a mesuré la puissance, en fait, sur 3 niveaux, notamment avec le drop jump, on fait pousser les gens avec un myotest. Et on l'a fait donc sans les semelles, avec un groupe témoin, un groupe placebo et un groupe avec semelles. On a donné les semelles 3 semaines après, on a refait les mêmes tests, il venait juste d'avoir les semelles pour voir déjà s'il y avait un effet. Et on a refait les tests après, donc sur les 3 groupes, donc un groupe témoin, un groupe placebo et un groupe avec semelles plantaires proprioceptives, pour voir justement s'il y avait une différence. Et justement, on l'a vu. En fait, le travail se maintient. Après, c'est propre à chaque individu. Il y a des gens qui vont conserver en fait, ce travail proprioceptif sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. D'autres, pas du tout. Là encore, c'est propre à chaque individu. D'un point de vue clinique, c'est de la même façon qu'on a des semelles qui peuvent améliorer certaines doléances. Une semelle proprioceptive, normalement, on l'enlève. C'est comme la mémoire de la douleur. Hein, il y a des douleurs qui, dès lors où on les a enlevées, entre guillemets, le patient a l'impression que c'est grâce à tel médicament ou tel ostéo ou telle semelle. Dès qu'il enlève quelque chose, il a l'impression que la douleur revient. Là encore, est-ce que ça vient de l'aspect perceptif, le ressenti de l'individu, ou de l'élément de rééducation? C'est comme la poule ou l'œuf, on ne sait toujours pas. Donc oui, alors moi ça m'intéresse beaucoup tout ça et je voudrais en profiter pour redire un petit mot. Nous les médecins de médecine physique et réadaptation, on essaye d'avoir une approche globale du patient et dans le sport de haut niveau, c'est encore plus important. C'est-à-dire que souvent on voit arriver le joueur pour une blessure et en fait quand on creuse, on se rend compte que la blessure elle ne survient pas par hasard. C'est parce qu'il y a une configuration, soit il y a un geste technique, soit il y a une orientation. Et à partir du moment où on prend en charge le patient, il faut tout faire. C'est-à-dire que pour moi, on ne fait pas la semelle et on attend de voir ce qui se passe, ou on ne fait pas le traitement ostéo et on attend de voir ce qui se passe. On fait un diagnostic complet du fonctionnement du sportif. Et si on met tout en place tout de suite. Parce que sinon, on ne fait qu'un bout du travail.
Et on le fait pour les sportifs de haut niveau parce qu'on est pressé par le temps, et eux, ils sont pressés par leurs résultats. Mais je crois que c'est important de leur dire, et la solution, elle n'est pas magique de un truc, elle est globale, et chacun peut apporter sa petite pierre, mais si chacun ne met pas une pierre, on ne fera pas un mur. T'as raison de le signaler, merci. Le pire, c'est mettre en place une thérapeutique sans avoir de diagnostic chez les athlètes de haut niveau. Or, malheureusement, ça se voit très souvent. Il y a des tas de gens qui deviennent compétents en quelques secondes sous prétexte que c'est un athlète de haut niveau. Et je pense que c'est compliqué. Ça demande de l'expérience et ça demande un minimum du background. Et malheureusement, beaucoup d'athlètes de haut niveau n'ont pas le diagnostic, ce qui fait que ça traîne, erreur de diagnostic. Et des histoires de chasse, malheureusement, on en a tous pas mal. Merci. Vous nous dites que la forme du pied, qu'il soit plat ou pas, quelque part on s'en moque, c'est pas le principal. Et puis quand vous mettez une semelle posturale, vous vantez l'effet de la semelle posturale en montrant le changement de forme du genou, du bassin ou de posture. Donc pourquoi on se moquerait de la forme du pied et pourquoi on validerait une semelle posturale en montrant qu'elle change la forme d'une colonne lombaire? Une semelle posturale se veut posturale, donc là une réponse posturale. On l'a vu par le schéma utilisé en neurophysiologie. Dès lors où tu modifies ton récepteur, il va y avoir une réponse au niveau musculaire. Le cerveau, il n'entend pas un muscle, il entend un groupe musculaire. D'où la modification sur le plan postural. Donc on l'a vu sur le plan biomécanique. Il est intéressant pour avoir une meilleure restitution d'énergie, d'avoir un couple de torsion optimale. Et pour ça, on peut améliorer la posture via en effet ces semelles. Sur la forme du pied en tant que telle, oui, quelque part on s'en fout un peu. Tout dépend de la réponse sur tous les étages. Comme vient de le dire Nicolas, on voit à l'aide dans sa globalité, on ne s'arrête pas à un trouble statique plantaire sans regarder tout le reste. S'il n'y a pas d'implication montante, c'est-à-dire que si le pied n'intervient pas dans la régulation de tous les autres étages, on s'en fout. Si on a une doléance sur le plan plantaire, comme une polynévrose plantaire liée à une tension excessive par un valgus, là, ça peut être intéressant de le corriger dans ce cas-là. Je réponds à la question? Non. Oui, mais je l'ai peut-être mal posé. En quoi le changement de posture montre que la semelle va être efficace dans l'objectif dans lequel on l'a mis? Parce que de dire qu'il y a un problème de posture, c'est une chose, mais pourquoi changer cette posture, d'annuler la symptomatologie? D'accord, je comprends. Vraiment le prouver aujourd'hui. Et un geste sportif, pourquoi pas? Tout à fait. On l'a dit tous, on est tous différents. Alors, l'objectif des semelles n'est pas de remettre tout le monde dans un plan orthonormé. S'il y a un gars qui est tordu, il est optimal comme ça. Je le prends bien. Non. Là c'était le cas d'un gars qui avait des lombalgies à répétition, qui voyait le kiné, qui détendait toujours le carré des lombes, qui a été voir un rhumato, qui a été voir un médecin. Et donc, dans ce cadre-là, il était intéressant d'avoir une action posturale. Je ne dis pas que je le fais tout le temps. Et là encore, c'est un diagnostic que l'on fait avec un médecin, avec un kiné, avec un ostéo, avec un médecin éducateur. Et il y a des chefs d'orchestre au niveau médical. Nous, on intervient. Et puis, il y a une transdisciplinarité, c'est-à-dire qu'il y a un échange. Et on dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il est traviole? Oui. Et alors? Tu as tout à fait raison. Est-ce qu'on y touche ou pas? Tout dépend de la doléance. Tout dépend, à titre préventif, ce que l'on veut faire. Tout dépend du geste sportif. Là, en l'occurrence, dans le golf, quand on sait que le coup de torsion au backswing est primordial pour avoir une meilleure restitution d'énergie, est-ce qu'il n'est pas opportun de le corriger? Là encore, ça dépend du diagnostic médical, de rééducation, et ça dépend de la doléance ou pas. Mais voilà, donc c'est pas, tu as raison de le dire, c'est pas systématique. Et moi, justement, je prêche contre la correction à tout prix, et surtout pour remettre les gens droits. Tu as raison de le dire, on ne le fait pas de façon systématique. Philippe? Une petite question, complètement à droite ou à gauche. Comme l'effet des semelles a l'air quasiment instantané, est-ce que dans votre méthodologie, vous avez randomisé la semelle? Parce que si tous ceux qui ont eu des semelles, par exemple, commencent après, ils sont entraînés sur les 30 premiers coups, comment vous avez placé du coup la semelle par rapport à l'ordre? Par rapport à l'ordre?
Ouais, bah, là on l'a pas fait parce qu'on n'avait pas assez de joueurs. C'est vrai que si on avait, avec les 30, on aurait pu le faire. Mais on attend justement de faire une étude plus poussée pour prendre en considération tous ces paramètres. C'est vrai qu'à ce jour, je reconnais qu'il nous manque beaucoup de choses. C'est une première étude. Mais d'un point de vue neurophysiologie, on sait pourquoi ça réagit tout de suite. On le sait. Si on modifie un récepteur, la réponse posturale elle est forcément immédiate. À travers justement tous les travaux de Berthaud, Cicaldi, de Massion, on sait d'un point de vue neurophysiologique le trajet, donc la réponse se veut forcément immédiate. Ça c'est sûr. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que le concept est intéressant, mais je crois qu'il y a un problème de formulation dans ce que vous avez énoncé. Et notamment, moi je vais rebondir sur une chose. Vous avez dit à un moment que s'il y a un problème postural, la thérapie manuelle, je crois que vous avez dit la kinésithérapie, l'ostéopathie, n'aura pas d'effet. Je pense qu'annoncer ça comme ça de but en blanc sans référence, ça ne se fait pas. On peut dire ça. Je ne nie pas l'intérêt, mais annoncer cela comme ça, comme une vérité, ça me paraît un petit peu prématuré, sans dénigrer les faits que peut avoir la semaine. C'est le clinicien passionné qui parle. J'ai l'habitude de parler, de travailler dans un centre pluri et transdisciplinaire avec médecins, ostéopathes et kinés. Et c'est eux qui m'ont dit, c'est pas moi, que certaines semelles sont délétères par rapport justement au travail que eux peuvent faire. Mais là encore, j'ai peut-être été trop rapide. C'est la passion qui m'emporte. Une semelle empêche un traitement, c'est différent de dire que sans le traitement préalable, s'il y a un problème postural, il n'y aura pas d'efficacité. Le tout, c'est de travailler ensemble, main dans la main, pour nos patients, et c'est comme ça qu'on s'entendra, et c'est pas la guéguerre d'école qui va nous faire grandir. Donc, désolé si j'étais peut-être... Voilà, ok, je l'entends. Mais voilà, on est tous là pour la performance, pour nos patients. Il n'y a que le travail pluri- et transdisciplinaire qui fonctionnera. Est-ce que la dernière, Maxime? Est-ce que tu vois ton appareillage comme une solution proposée à des golfeurs ou des sportifs pathologiques, avec une déficience posturale ou un problème, pour les ramener à la physiologie, ou tu considères éventuellement ces semelles comme pouvant améliorer la performance de gens de golfeurs qui n'ont pas de problématique? Est-ce que tu penses que ça peut être une véritable aide au jeu, ou c'est vraiment quelque chose qui est là pour soigner Dans cette étude, il y avait des critères d'exclusion. Et les critères d'exclusion, c'était justement toute pathologie aiguë, toute pathologie chronique. Et dans la plupart des sportifs de haut niveau qui viennent pour une expertise, là encore, je réinsiste, une expertise qui est pluri- et transdisciplinaire, on va dans le sens de l'optimisation de la performance sans aucune doléance. Donc oui, on peut améliorer la performance avec un bon traitement global, dont peut faire partie ces orthèses. Est-ce que tu as la publication dont tu as parlé concernant les orthèses, les protèges-dents, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que évidemment, je l'ai lu et en détail, et effectivement, il y a une augmentation de la vitesse de la tête de club à l'impact chez des joueurs qui sont des joueurs de haut niveau, avec augmentation de la distance au carré. Donc, il y a certainement des éléments d'amélioration de la performance en dehors des problèmes de pathologie stricte. Est-ce qu'on ne peut pas considérer ça alors comme un dopage? Là, écoute, j'ai un dîner, ça va être compliqué. Non, enfin, ce type d'aide à la performance, pas du dopage. Après, on peut rentrer dans la définition de dopage, ça devient un peu complexe. Moi, je voudrais tous vous remercier, les gens qui sont venus à la journée, les orateurs, Philippe Rouge, Patricia Theureux, qui ont modéré la journée. Je remercie Christophe Muniesa, directeur exécutif de la Fédération, qui est venu nous dire bonsoir, au prix de plusieurs heures dans les embouteillages maintenant, probablement. Là, je vous remercie tous, et puis bonne soirée surtout.